Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la présentation des résultats annuels 2023 de Faxiam Therapeutics. Afin de présenter ces résultats, nous sommes en présence de Thibaut Dufayet, directeur général, Eric Soyer, directeur des opérations et directeur financier, ainsi que Pascal Pierman, directeur médical de Faxiam Therapeutics. Bonjour à tous les trois. À titre informatif, ce webinaire est enregistré. À la fin de la présentation, vous aurez la possibilité de poser vos questions par écrit via le système de chat à droite de votre écran, en bas à droite. Thibaut, Eric, Pascal, je vous laisse à présent la parole. Merci Alban. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre aujourd'hui pour cette conférence téléphonique durant laquelle nous vous proposons une mise à jour de l'activité opérationnelle de Faxiam ainsi que la présentation des résultats financiers de Faxiam 2023. Je suis ici avec Eric Soyer, le CEO, CFO de Faxiam, et avec également Pascal Pierman, notre directeur médical. Donc, nous ferons cette présentation à trois et seront bien entendu disponibles à l'issue de la présentation pour répondre à vos questions. Nous avons diffusé hier soir un communiqué de presse. Celui-ci ainsi que la présentation qui vous sera faite dans quelques minutes seront à votre disposition sur notre site Relations Investisseurs. Voilà, donc avant de commencer, je voudrais juste rappeler certains points. Voilà, donc et attirer votre attention sur le disclaimer pour vous rappeler que l'appel aujourd'hui comprend des hypothèses prospectives et comme vous le savez, elles sont associées à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les délais et les résultats puissent être différents. Voilà, l'ordre du jour que nous vous proposons, un point sur les tendances de marché, un point sur notre activité et les résultats financiers de Faxiam en 2023. Alors pour commencer, l'attractivité de la phagothérapie a été récemment renforcée par les engagements financiers d'investisseurs américains de tout premier plan. Au mois de mars, effectivement, Deerfield et Orbimed, donc deux grands fonds spécialisés dans les sciences de la vie, ont réalisé un placement privé important de 50 millions de dollars mené en parallèle d'une opération de rapprochement entre deux de nos concurrents, Adaptive et Therapeutics et BioMX. En l'occurrence, c'est BioMX qui a opéré l'acquisition d'Adaptive et Therapeutics. En parallèle, Armata a opéré une opération de refinancement auprès d'un de ses investisseurs principaux, Innoviva, pour un montant de 35 millions de dollars. Voilà, donc ces investissements qui sont très récents, puisqu'ils datent de quelques semaines, sont très positifs pour la phagothérapie en tant que aire thérapeutique et démontrent finalement l'attractivité grandissante de ce domaine, de la phagothérapie auprès d'investisseurs spécialisés et de tout premier plan. Donc voilà, donc pour nous c'est un signe quand même très prometteur de la croissance, de l'attractivité de la phagothérapie. Donc ça c'est un premier point sur lequel nous voulions revenir. Donc maintenant, faisons un point sur notre activité et commençons par rappeler notre stratégie de développement. Donc depuis 12 mois, Faxiam développe une stratégie clinique ambitieuse structurée autour de différents axes. Le premier, comme vous le savez, nous ciblons des indications à forte valeur ajoutée correspondant à des infections résistantes sévères qui ont des besoins médicaux non satisfaits élevés, alors associés soit à des indications pour lesquelles il y a un taux de mortalité important, c'est le cas notamment à titre d'exemple des endocardites infectieuses, ou alors associés à des impacts budgétaires élevés. C'est à titre d'exemple également, ce sont l'indication des infections osteoarticulaires, qu'on appelle PJI en anglais, Prosthetic Joint Infection. Ce positionnement nous permet potentiellement de revendiquer des niveaux de prix élevés pour nos produits. Donc ça, c'est un premier aspect de notre stratégie de développement. Le deuxième point consiste à accélérer notre développement vers l'enregistrement dans une dimension globale, c'est-à-dire à la fois en Europe et aux États-Unis. Et pour y parvenir,
Il s'agit d'abord de préparer et de lancer la première étude mondiale randomisée de phase 2 aux États-Unis et en Europe pour les patients atteints de ces infections ostéo-articulaires. Une opportunité supplémentaire serait justement de pouvoir tirer parti de la voie d'accès précoce potentielle après les résultats de cette phase 2, notamment en Europe, nous permettant d'envisager une pré-commercialisation de nos traitements. Donc, permettant de générer un éventuel revenu à grande échelle avant même d'obtenir l'enregistrement de notre traitement. Donc, voilà, et il est clair que le choix que nous faisons dans notre stratégie, c'est d'accélérer l'enregistrement dans cette indication des infections ostéo-articulaires pour laquelle nous avons une position compétitive forte. La troisième dimension, c'est bien sûr, au-delà de cette indication principale, c'est de diversifier notre portefeuille autour d'autres indications liées à notre programme Staph aureus, donc c'est l'indication endocardite, on va y revenir, mais également de préparer aussi des développements cliniques à la mesure de nos moyens financiers pour d'autres pathogènes que sont par exemple Pseudomonas aeruginosa associés aux infections respiratoires. Alors je voudrais revenir sur cette indication qui sont les infections ostéo-articulaires, PGI en anglais, et expliquer pourquoi cette indication est stratégique pour Phaxiam. Elle l'est à plusieurs titres. D'une part, c'est une indication attractive. Vous voyez, on évalue aujourd'hui l'incidence en consolidée Europe des 5 États-Unis de l'ordre de 50 à 60 000 patients, donc par an, hein, c'est l'incidence, avec des standards of care, des traitements de référence qui ont des coûts pour le système de santé qui sont élevés. Aujourd'hui, aux États-Unis, le coût moyen d'un traitement de DER, qui est notre positionnement clinique, est de l'ordre de 150 000 $. En Europe, il est évalué entre 50 et 70 000 euros. Donc voilà, on a un enjeu pharmacoéconomique important. Le besoin médical, c'est le deuxième aspect, insatisfait est important. Aujourd'hui, le DER est associé à des complications importantes qui donnent lieu à des traitements de longue durée. Le taux d'échec de ce standard of care est de l'ordre de 50%, 50-60%, avec des risques élevés de réinfection, d'amputation. Le taux de mortalité à 5 ans est de l'ordre de 25%, ce qui n'est pas négligeable pour une indication, vous voyez, qui n'est pas vitale, qui est plutôt chronique. Voilà, donc ça c'est le deuxième aspect. Le troisième point qui fait que cette indication est stratégique pour nous, c'est surtout que nous avons développé avec le temps une position compétitive très forte. Nous sommes aujourd'hui l'acteur le plus avancé dans cette indication. En Europe et potentiellement aux États-Unis, si nous menons une étude clinique. Nos concurrents que sont APT et Armata sont loin derrière. APT a interrompu son étude, et ils vont probablement la reprendre, mais aujourd'hui, elle a été interrompue. Armata, qui est l'autre biotech américaine, a plus de 18 mois de retard. Donc, on a une opportunité pour être le leader et être le premier sur le marché dans cette indication. Voilà. Et le quatrième aspect est fondamental, c'est que nous considérons aujourd'hui que cette indication clinique est l'indication pour laquelle la probabilité de succès est la plus élevée pour les phages, pour démontrer cette preuve de concept. Pourquoi? Parce que cette indication est dérisquée grâce au traitement compassionnel en vie réelle, sur lesquels Pascal va revenir, pour lequel nous avons généré des données cliniques. Hein. Et deuxième chose, nous considérons que la voie d'administration qui est associée à cette indication, qui est locale, est la voie d'indication privilégiée pour démontrer la preuve de concept. Puisque au moment de la chirurgie, le virus est administré localement, au contact de la bactérie, ce qui n'est pas du tout le cas pour les autres indications. Vous voyez, une administration intraveineuse est plus complexe. Une autre indication que sont le pied diabétique, une administration locale, voilà, le mécanisme d'action est plus complexe à mettre en œuvre. Donc voilà, nous considérons aujourd'hui que cette indication est stratégique pour nous pour toutes ces raisons. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une position unique et de premier plan dans la phagothérapie du fait de ce positionnement dans cette indication. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole à Pascal.
Merci Thibault. Donc, sur cette diapositive, les données ont été obtenues chez environ une centaine de patients qui ont été traités dans le cadre d'un processus compassionnel. Tous les patients, à l'exception de 3 patients, 2 traités en Suisse et 1 en Suède, ont été pris en charge en France après accord de l'Agence nationale de sécurité du médicament, donc l'ANSM. Les phages dirigées soit contre le staphylocoque doré et ou contre le Pseudomonas aeruginosa ont été administrées pour différentes indications, essentiellement donc les infections ostéo-articulaires, incluant donc les PGI, les infections pulmonaires ou les infections vasculaires, et ont été administrées par différentes voies d'administration, administration locale, en particulier intra-articulaire pour les infections ostéo-articulaires, nébulisation pour les infections pulmonaires, voie intraveineuse pour les infections vasculaires. Ces traitements, et c'est très important, s'adressent à des patients qui sont atteints d'infections sévères et qui sont la plupart du temps en impasse thérapeutique. Donc des patients beaucoup plus sévères que ceux que l'on peut voir en général dans les essais cliniques. De manière importante, aucun effet secondaire n'a été rapporté. Donc la principale indication pour ces essais compassionnels, pour ces traitements compassionnels, c'est l'infection sur prothèse articulaire au niveau de la hanche ou du genou, donc les prosthetic joint infections. Sur les 42 patients qui ont été traités, donc pas loin de la moitié des patients compassionnels, aucune rechute d'infection n'a été rapportée par les médecins prescripteurs dans 80% des cas des patients traités, 3 mois après le traitement par phage, traitement qui a consisté en 1 à 3 administrations par voie intra-articulaire de manière hebdomadaire. Avec toutes les limitations qui sont dues au processus compassionnel, ce sont des résultats qui sont très encourageants et qui justifient la réalisation d'essais cliniques pour confirmer l'innocuité et l'efficacité des phages dans cette indication. Concernant notre portefeuille clinique, nous disposons dans l'ensemble d'un portefeuille clinique équilibré, avec une focalisation sur le programme staphylocoque doré, avec en particulier donc les infections, les études sur les infections à prothèse PGI et l'endocardite, pour lesquelles nous avons donc un grand avantage concurrentiel en termes de robustesse clinique, mais aussi pharmaceutique, car nos équipes ont beaucoup travaillé sur la stabilité des phages, la capacité de stocker la formulation à 5 degrés, donc au réfrigérateur, et la mise à l'échelle du processus de production. L'objectif stratégique de Phexia, c'est clairement l'indication PGI, telle qu'elle a été présentée, avec notre prochaine phase 2 globale. Mais l'autre essai sponsorisé dans l'étude endocardite est également important parce qu'il prépare de futurs essais d'enregistrement potentiel dans cette indication endocardite avec une forte valeur ajoutée. Après le premier essai de phase 1, qui doit démarrer très très prochainement, nous envisageons un essai d'enregistrement. En complément de notre portefeuille sponsorisé, nous avons également 2 autres études qui sont sponsorisées par des investigateurs académiques, donc ce qu'on appelle des études Investigator Sponsor Trial en anglais, et qui sont susceptibles de créer de la valeur et des preuves cliniques supplémentaires. La première de ces 2 études, c'est l'étude Fagopier, qui cible des patients diabétiques souffrant d'ulcères du pied dû à une infection à staphylocoque doré. Le premier patient est attendu dans le courant du premier semestre de cette année. L'autre étude, c'est l'étude Piofanel, qui cible des patients qui sont en ventilation assistée et sont atteints d'infections pulmonaires, à Pseudomonas aeruginosa, et avec un taux de mortalité qui est important dans cette indication d'environ 30%. Le dossier de soumission pour cette étude est en préparation pour un dépôt qui est prévu durant la deuxième partie de l'année 2024. Concernant cette étude PGI de phase 2, étude globale qui s'appelle Gloria, donc qui va se réaliser en Europe et aux États-Unis, en préparant cette étude de preuve de concept, qui est une étude multicentrique, randomisée, en double aveugle, évaluant l'efficacité et l'innocuité de la phagothérapie chez des patients atteints donc d'infections ostéo-articulaires sur prothèse de la hanche ou du genou et qui ont une indication pour un débridement en chirurgie ouverte, ce que l'on appelle le DER.
et en association avec les antibiotiques. En préparant cette étude, donc nous accélérons notre développement clinique dans cette indication. Alors, quel est le rationnel pour accélérer notre plan? Nous avons d'abord, grâce au rapprochement de Ferricides avec Erytech, devenir Faxia, une ambition clinique plus élevée, ciblant des indications à forte valeur ajoutée en vue d'un enregistrement. Nous disposons également, comme je l'ai montré, de données cliniques compassionnelles en vie réelle, globalement chez près de 100 patients, et plus d'une quarantaine de patients dans l'indication PGI, avec près de 80% de résultats positifs à 3 mois. Donc, ayant déjà donc démontré l'innocuité et un bénéfice clinique très prometteur dans une population difficile à traiter en impasse thérapeutique. Nous avons également eu déjà des interactions réglementaires, d'une part avec la FDA aux États-Unis pour un pre-IND et avec l'agence européenne, l'EMA, pour avis scientifique au 4e trimestre de l'année dernière. Et ces interactions nous ont permis d'affiner, de modifier notre stratégie pour un essai d'enregistrement et à réduire notre niveau de risque. Par ailleurs, l'étude pilote Fagoder, qui est en cours, apportera des résultats à la fin de l'année 2024, montrant, nous l'espérons, des preuves de sécurité d'emploi, en plus de données cliniques supportives en termes d'efficacité. Et enfin, avec cette étude Gloria, nous allons cibler une population beaucoup plus large que celle qui a été recrutée dans l'étude Fagoder, qui est trop restreinte par rapport à la vie réelle. Pour toutes ces raisons, nous considérons que nous avons une position concurrentielle de premier plan dans cette indication PGI et envisageons très rapidement d'initier la première étude clinique globale en PGI et en phagothérapie. Cette étude, Gloria, donc, comprendra des sites cliniques qui seront basés dans les principaux pays de l'Union européenne, la France, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, la Suède, mais également au Royaume-Uni et aux États-Unis. La soumission réglementaire démarrera aux États-Unis parce que c'est là qu'elle devrait être, les accords devraient être obtenus le plus rapidement possible. Donc, cette soumission démarrera à l'été 2024 et sera suivie d'une soumission au niveau des États européens et enfin au Royaume-Uni. L'objectif sera d'obtenir une première autorisation réglementaire dans une de ces régions avant la fin de cette année 2024 pour un premier patient au cours du premier trimestre de l'année 2025. En ce qui concerne l'indication endocardite, nous allons démarrer par une étude de phase 1 de pharmacocinétique qui comprendra 12 patients atteints d'endocardite infectieuse à staphylocoque doré et qui ont une indication chirurgicale et qui seront recrutés dans 5 hôpitaux français. Cette étude permettra d'évaluer l'innocuité de l'administration par voie intraveineuse et fournira des données pharmacocinétiques dans le sang, ainsi que des données sur la concentration des phages dans la valve infectée, puisqu'il y aura une intervention chirurgicale qui sera nécessaire pour ces patients et qui nous permettra donc, de récupérer donc, du tissu valvaire qui nous permettra de regarder la concentration de ces phages et nous permettra ensuite de passer à d'autres études qui nécessiteront une administration intravasculaire et également, dans le cadre de l'indication endocardite, à une étude d'enregistrement réglementaire. Cette étude de phase 1 a déjà obtenu l'autorisation de la part de la MSM au dernier trimestre de l'année dernière et un premier patient est attendu très prochainement. Je vais maintenant passer la parole à Éric Soyer, qui est notre directeur financier. Merci Pascal, bonjour à tous. Donc effectivement, quelques mots maintenant sur les principaux résultats financiers pour l'année 2023. J'attire déjà votre attention sur le fait que l'année 2023, comme vous le savez, a été une année assez particulière, notamment marquée par la fusion entre les deux sociétés Erytech et Ferricides. Et donc, ça induit une lecture des comptes parfois un petit peu difficile, puisque là, sur le PNL simplifié, le compte de résultats simplifié que vous avez devant vous, sur les 12 mois de l'année 2023, il comporte pour le premier semestre uniquement l'activité d'Erytech. Et puis, à compter de la fusion, donc le 23 juin 2023, donc pour le deuxième semestre 2023, on a la réunion des deux activités
d'Erytech et de Ferricides. Donc, une information financière un petit peu particulière sur l'année 2023 du fait de cette activité de fusion. Il n'empêche que les faits saillants du PNL sont toujours très conformes aux commentaires que nous avons déjà partagés tout au long de l'année 2023, à savoir une forte réduction des charges d'exploitation à 25 millions d'euros, qui sont inférieures de 8,8 millions d'euros, ça fait moins 26% par rapport à l'exercice précédent, donc l'année 2022. Cette baisse s'explique essentiellement par la réduction des dépenses de recherche et développement préclinique et surtout clinique du côté de l'ex-Erytech, principalement lié à la fermeture des activités aux États-Unis de l'usine de Princeton et de l'arrêt des activités de développement clinique sur la plateforme Erytech. Et les nouvelles activités de développement ex-Ferricides ont été intégrées, comme je vous le disais, dans le compte de résultats à compter du second semestre 2023. Donc, dans l'ensemble, les dépenses de R&D sont réduites de 9 millions d'euros, donc ça fait moins 45% par rapport à l'année précédente. Pour ce qui concerne les frais généraux et administratifs de Faxiam sur l'ensemble de l'exercice 2023, ils sont globalement stables d'une année sur l'autre. On est à plus 200 000 euros, ça fait environ 1% de variation. Et ils intègrent néanmoins les charges non récurrentes exceptionnelles de l'année 2023 liées à la fusion et à l'intégration des deux sociétés post-fusion. Et enfin, la perte nette de l'exercice 2023 s'établit à 23,5 millions d'euros. Alors évidemment, là aussi, c'est très peu comparable avec l'année 2022, qui était à moins de 227 000 euros, essentiellement parce que vous vous souvenez que l'année 2022 bénéficiait de la vente de l'usine d'Erytech qui était aux États-Unis pour un gain net de 24,4 millions d'euros, et donc ce qui venait perturber de façon tout à fait, enfin pas artificielle, mais exceptionnelle, l'année 2022. Donc là aussi, en termes de perte nette, on ne peut pas vraiment comparer les deux exercices de 2023 par rapport à 2022. Pour ce qui concerne maintenant la structure financière et la situation de trésorerie de la société, donc nous l'avons publié au mois de janvier, donc la trésorerie au 31 décembre 2023 s'établissait à 10,5 millions d'euros, conforme à nos prévisions. Ceci représente pour l'année 2023 une baisse nette de la position de trésorerie de 28,3 millions d'euros, qui s'explique par une trésorerie utilisée dans les activités d'exploitation et d'investissement pour 24,3 millions d'euros. En parallèle, 3,7 millions d'euros d'activités de financement qui étaient principalement liées au remboursement des prêts Covid PGE. Et puis la variation du dollar américain par rapport à l'euro a entraîné un petit effet de change négatif de 300 000 euros sur la période 2023. Ce qu'il faut noter, c'est que nous avons progressivement réduit la consommation de trésorerie de l'entreprise tout au long de l'année 2023 et ça se continue en 2024 avec par exemple la décision qui a été annoncée très récemment de retirer la société Faxiam de la cotation aux États-Unis sur le Nasdaq pour ce qui permet de réaliser des économies très importantes et sans aucune perte d'opportunité pour la société. Et donc avec cette réduction progressive du niveau de dépenses de la société, nous avons étendu la visibilité financière de Faxiam jusqu'en septembre 2024. Évidemment, nous regardons un certain nombre d'options en parallèle de façon très activement pour étendre la visibilité financière de la société dans les tout prochains mois. Enfin, pour résumer donc une vue rapide de nos principales priorités stratégiques pour les mois à venir et des jalons clés. Évidemment, vous l'avez compris dans les exposés de Thibaut et de Pascal, donc le programme clé de Faxiam, c'est le programme anti-staphylocoque doré dans les infections ostéo-articulaires, PGI. Donc, comme expliqué précédemment, l'objectif, c'est d'accélérer la transition de l'effort de développement clinique dans cette indication vers la nouvelle étude mondiale de preuve de concept de phase 2 que Pascal nous a expliqué, donc l'étude Gloria. Et donc, nous travaillons actuellement à la préparation de cette étude en vue d'une approbation réglementaire européenne et ou américaine que nous espérons d'ici la fin de l'année 2024, au 4e trimestre, et puis en vue évidemment du lancement effectif
de cette étude avec les premiers patients début 2025. Parallèlement, et dans le cadre de ce processus de transition, nous prévoyons de fournir les données de l'étude pilote Phagodaire d'ici la fin de cette année. Plus près de nous, dans le temps, nous lançons également l'étude de phase 1 de pharmacocinétique dans les infections sévères des valves cardiaques. Les sites ont été ouverts, Pascal nous l'a expliqué, et donc nous attendons les premiers patients d'un moment à l'autre. Et nous prévoyons de fournir les données intermédiaires de la première cohorte de patients dans cette étude vers la mi-année, probablement au courant de l'été, donc en Q3, et puis en vue d'avoir les résultats complets de cette étude avec les 2 cohortes début 2025. Voilà. Et enfin, pour mémoire, Pascal l'a cité également tout à l'heure, donc l'étude dans les ulcères du pied diabétique, l'étude qu'on appelle Phagopied, mais qui n'est pas une étude sponsorisée par Erytech, par Phaxiam, excusez-moi, qui est une étude sous l'égide d'une équipe académique. Et donc l'objectif de cette équipe est de démarrer cette étude dans le premier semestre de cette année, mais pour le coup, on s'engage pas après sur la suite de cette étude qui est sous la responsabilité de l'hôpital. Voilà. Donc pour résumer, un flux de nouvelles assez important pour Phaxiam au cours des prochains mois. Donc je vous engage à rester à l'écoute de la société. Et sur ce, je vais céder maintenant la parole à Thibaut pour un rapide résumé des messages clés. Merci Eric. Donc quels sont les points clés à retenir? Le premier, c'est qu'effectivement nous avons aujourd'hui des signes encourageants d'une attractivité croissante de la phagothérapie pour des investisseurs de premier plan. Donc ça, c'est un message vraiment important pour nous. Dans ce contexte, Phaxiam a développé, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, une ambition stratégique qui cible les indications à forte valeur ajoutée dans des indications résistantes sévères, les endocardites infectieuses, les infections ostéo-articulaires étant les indications de base les plus clés de notre développement. Nous considérons aujourd'hui que Phaxiam est le leader européen incontesté de la phagothérapie, le plus avancé. Notre étude Phagodaire est déployée dans 4 pays européens. Nous prévoyons cette étude Gloria dans d'autres pays européens et aux États-Unis. Donc, nous sommes clairement l'acteur majeur et le leader européen. Et on peut appuyer aussi cette position sur une position compétitive très forte, comme expliqué dans les infections ostéo-articulaires, qui est l'indication la plus stratégique pour notre développement. Voilà. Et comme vient de le rappeler Eric, au cours des 12 mois à venir, nous pouvons nous attendre à un certain nombre de catalyseurs, à la fois cliniques et réglementaires importants, susceptibles de créer de la valeur pour l'entreprise. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation. Nous allons maintenant passer à la séance de questions-réponses. Il y a déjà des questions dans le chat, mais n'hésitez pas à les poser grâce au système de chat en bas à droite de votre écran. Alors, on a une première question assez générale sur la phagothérapie. Quelles sont les preuves d'efficacité de la phagothérapie chez l'humain, que ce soit des preuves internes ou externes? Pourriez-vous partager des publications? Aujourd'hui, il n'y a encore que très peu de publications sur des résultats d'essais cliniques. Il y a eu des toutes premières publications qui ont été faites dans les indications pulmonaires, dans la mucoviscidose. C'est les premiers résultats où il y a eu vraiment des résultats qui sont encourageants de phase précoce, montrant des premiers éléments d'efficacité bactériologique. Mais je dirais que justement, là, ce qui manque encore aujourd'hui, c'est des preuves de démonstration d'efficacité avec des études cliniques robustes, bien designées et permettant une démonstration. Ce qui a été fait jusqu'à présent, quel que soit les types d'indications, sont essentiellement des traitements individuels d'un certain nombre de patients, comme nos patients compassionnels, donc qui sont dans une situation d'impasse thérapeutique, et pour lesquels l'administration des phages a tout de même montré, dans la plupart des cas, des résultats tout à fait bénéfiques en termes d'amélioration infectieuse et en général de très bonne tolérance.
Et donc, ce sont des résultats très encourageants dans différents types d'infections. Mais comme je le dis, ce qui est important et ce que tout le monde attend dans les prochains mois et dans les prochaines années, ce sont des études cliniques de bonne qualité, en vue, je dirais, des études pivots d'intérêt réglementaire pour la démonstration de l'efficacité de la phagothérapie, auquel nous croyons tous, mais qui a besoin d'être, je dirais, confirmé par ce type d'essai clinique. Merci beaucoup. Alors, on a une question sur les deux concurrents que vous aviez évoqués dans votre présentation. Face à ces deux concurrents US, Phaxiam arrivera en premier, mais est-on financièrement bien costaud pour prendre des parts de marché? Et comment envisagez-vous le développement commercial aux États-Unis? Donc là, il y a plusieurs... Je vais prendre la question. Je vais répondre déjà à la deuxième question. La stratégie commerciale de Phaxiam. Aujourd'hui, Phaxiam est une biotech traditionnelle. Nous avons des activités de recherche et de développement. Il est clair qu'aujourd'hui, le scénario de base de développement de l'entreprise passe par un accord de licence, notamment quand nous aurons ces preuves de concept, un accord de licence avec des acteurs pharmaceutiques de premier plan, susceptibles à la fois de mener les étapes avancées de développement, les études pivots, mais également la commercialisation. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, une commercialisation aux États-Unis comme en Europe ne passera pas nécessairement par Phaxiam. Ça pourrait être une option, mais je dirais que ça n'est pas aujourd'hui le scénario privilégié. Alors après, pour répondre à au premier élément de réponse, à la première question, comment on se positionne par rapport à nos concurrents qui sont fortement capitalisés? Il est clair qu'en Europe aujourd'hui, les ressources financières sont plus limitées. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons une position de leadership européen très forte. Ces acteurs sont des acteurs américains. Donc aujourd'hui, même le rapprochement d'APT et de BioMX fait de cette structure une structure américaine. Ils n'envisagent pas encore aujourd'hui de mener d'études globales comme nous allons faire. Hein. La capacité de ces acteurs américains à déployer les études cliniques en Europe est assez complexe. Nous avons une capacité aujourd'hui, au travers des interactions que nous avons eues avec la FDA rapidement, à mener une étude transatlantique dans des délais assez courts. Donc ça, c'est un autre élément de réponse et de différenciation par rapport à ces acteurs. D'un point de vue purement financier, il faut comprendre aussi que ce sont des acteurs qui ont des niveaux de cash burn bien supérieurs à nos structures. Je vais prendre l'exemple aujourd'hui de BioMX et d'APT et des 50 millions qui viennent d'être levés. Ces 50 millions vont être en partie utilisés pour l'intégration des deux structures, la restructuration et probablement l'étude de phase 2B dans la mucoviscidose qui va être engagée aux États-Unis, qui est une étude de l'ordre de 20 millions de dollars. Donc, voilà, ce sont des moyens financiers importants, mais nous, on peut aussi, avec des moyens plus limités, avec beaucoup plus d'agilité, être capable de générer des données cliniques importantes. Et c'est tout l'enjeu de notre focalisation sur le PGI. Notre étude Gloria est une étude qu'on évalue aujourd'hui de 8 à 10 millions d'euros. Donc, avec des moyens plus limités que ces acteurs, on peut démontrer une preuve de concept tout à fait simultanée et dans le cadre d'une étude globale. Voilà, donc j'ai répondu de façon un peu large, mais nous considérons aujourd'hui que nous avons une position compétitive forte en dépit de ressources financières probablement plus limitées. Merci beaucoup, messieurs. On a deux autres questions sur la concurrence. Si vous êtes en avance sur vos concurrents, mais à court de financement, et cela rapidement, ne craignez-vous pas que ces concurrents dotés de liquidités suffisantes attendent? Et une deuxième question sur la concurrence. Bonjour. Bon, est-ce que vous pouvez répéter parce qu'on n'a pas très bien entendu? Si vous êtes en avance sur vos concurrents, mais à court de financement, et cela rapidement, ne craignez-vous pas que ces concurrents dotés de liquidités suffisantes attendent? Et une deuxième question. Bonjour. Existe-t-il une concurrence européenne? Alors, aujourd'hui, je réponds à la deuxième question d'abord. Aujourd'hui, il y a une concurrence européenne qui est relativement limitée. Il y a une autre biotech qui s'appelle Technophage, qui est portugaise,
qui a aujourd'hui, voilà, qui a des ressources, je dirais au sens large, financières et de développement plus limitées, qui conduit aujourd'hui une étude clinique dans l'ulcère du pied diabétique et qui est aujourd'hui une structure qui a un portefeuille de technologies assez large. Donc, la phagothérapie étant un des axes de développement de cette structure, mais il travaille également sur des anticorps monoclonaux. Donc, c'est une entreprise qui est, voilà, qui a des moyens plus limités et qui est moins focalisée que Phaxiam aujourd'hui. Donc, notre force, c'est d'être excessivement focalisé sur cette technologie et sur l'indication PGI comme indication stratégique, je l'ai rappelé. Après, nos concurrents américains sont à nouveau, effectivement, viennent d'opérer des refinancements importants dans l'indication PGI, dans la perspective de ressources financières supplémentaires, et Eric pourra peut-être commenter ce point. Notre ambition est d'aller vite, justement, de lancer cette étude globale dans des délais courts. Aujourd'hui, cette indication PGI, dans le portefeuille de BioMX et d'APT et d'Armata, elle est toujours présente, mais elle est probablement moins stratégique que d'autres indications. Donc, aujourd'hui, cette indication qui est considérée par ces deux acteurs n'est pas prioritaire. Donc, je dirais que dans le cadre d'un refinancement et de ressources financières sur lesquelles nous travaillons, bien évidemment, nous pourrions avancer rapidement et maintenir cette position de leadership dans cette indication. Eric, je te laisse peut-être commenter l'élément de... Oui, enfin, tu as déjà dit l'essentiel. Donc, effectivement, on peut pas là aussi se comparer tout à fait à la situation des acteurs américains qui sont sur des indications différentes des nôtres, qui ont fait des choix différents des nôtres pour des raisons qui appartiennent à leur histoire et aussi à l'actionnariat. Nous, clairement, je dirais, on est sur cette indication PGI pour les raisons notamment que a expliqué aussi sur le fait que ce qui manque aujourd'hui aux phages, c'est une reconnaissance de résultats cliniques au sens des bonnes pratiques pharmaceutiques et du développement de médicaments standards qui manque à la phagothérapie. Donc, pour vraiment que la phagothérapie change de statut et d'école, on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt, mais il faut aussi que ça s'appuie sur des résultats cliniques, sur des études conçues selon les standards du développement de médicaments. Et donc, nous, dans cette perspective-là, vraiment, notre stratégie, vous l'avez compris, Thibault l'a expliqué, c'est d'aller le plus vite possible vers cette reconnaissance clinique et vers une approbation et un accès au marché dans l'indication qui nous semble la plus rapide et la moins risquée dans cet objectif. C'est le PGI. Les autres indications que nos concurrents travaillent sont des indications plus risquées, avec un mode d'action qui reste à démontrer. Donc on est sur des sujets différents, donc qui sans doute certainement coûtent plus cher. On le sait, ça coûte beaucoup plus cher aux États-Unis qu'en Europe, donc on a aussi beaucoup d'atouts à faire valoir. Donc il faut pas trop s'arrêter à la situation de ses concurrents et aux chiffres qu'ils ont levés, parce que c'est pas forcément. Alors c'est important, et c'est des sommes qui montrent que il y a des investisseurs de premier plan qui n'hésitent pas maintenant à investir dans la phagothérapie, donc ce qui montre l'attractivité du secteur. Mais il faut se méfier des interprétations un peu trop rapides sur la rapidité d'un tel ou d'un tel, parce qu'on est sur des situations de marché et technologiques assez différentes. Merci beaucoup, messieurs. Alors, on a beaucoup de questions sur la trésorerie on a essayé de vous synthétiser. Quelles voies sont envisagées pour permettre à la société de poursuivre ses activités? Comment vous voyez-vous à horizon 6 mois et 12 mois? Et enfin, comptez-vous faire appel à un organisme bancaire ou chercher des fonds en bourse pour avoir une visibilité financière au-delà de septembre 2024? Alors, oui, il y a beaucoup de choses. Donc, évidemment, personne ne sera surpris qu'avec un horizon de trésorerie à septembre 2024, nous travaillons de façon active à des solutions de refinancement sur plusieurs options possibles. Donc, je vais pas m'étendre sur les détails aujourd'hui parce que on est en train de travailler toutes ces options, à la fois des solutions d'appel au marché, y compris avec un partenaire bancaire, et également des solutions non dilutives ou moins dilutives. On a beaucoup de dialogue également avec le gouvernement français, avec les autorités européennes, parce que je crois qu'on l'a déjà rappelé par le passé, c'est important de l'avoir en tête.
la phagothérapie, outre son intérêt thérapeutique et clinique, elle porte un enjeu de souveraineté technologique dans le combat contre les maladies infectieuses. C'est quelque chose qu'on a déjà expliqué. Le fait que après la crise du Covid, je dirais ce combat contre les maladies infectieuses, je dirais, a pris un relief tout à fait nouveau et les autorités françaises et européennes se sont aperçues qu'il fallait absolument défendre cette souveraineté technologique pour avoir des solutions en cas de maladies infectieuses et notamment sévères. La problématique de la résistance aux antibiotiques est maintenant qualifiée de nouvelle pandémie ou de pandémie silencieuse, donc c'est dire l'importance du sujet. Et donc on met aussi en exergue cet aspect de souveraineté technologique pour mobiliser des poches de financement qui sont plus spécifiquement réservées à cette thématique-là. Donc voilà. Donc je voulais mentionner le fait qu'on travaille sur plusieurs pistes à la fois, d'appel au marché, de financement classique et de solutions plus de financement, de programmes de financement non dilutifs. On regarde les deux en parallèle et j'espère bien que nous pourrons actionner les deux en parallèle pour étendre notre horizon de financement, pour refinancer la société. Au-delà d'étendre l'horizon de financement, l'objectif c'est de refinancer la société, de financer l'étude Gloria que nous visons pour un lancement en fin d'année 2024, début 2025. Et donc nous avons des pistes sérieuses dans cette perspective. Merci beaucoup pour ces réponses. On a deux questions sur le financement des études à réaliser. Quel coût et quel financement pour la phase 2 globale et les 2 IND? Quels investissements nécessaires pour la fabrication de BPF encore à réaliser? La fabrication BPF. D'accord. Alors, je vais prendre cette question. Donc aujourd'hui, on évalue le coût de cette étude Gloria de 100 patients dans une fourchette de 8 à 10 millions d'euros. Donc, on passe sur l'hypothèse aujourd'hui d'avoir une vingtaine de patients, 20% des patients aux États-Unis, dont le coût de chacun des patients est beaucoup plus élevé qu'en Europe. Pascal l'a esquissé tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler avec des CRO, à sélectionner des CRO pour pouvoir justement déployer toute l'étude. Dans le cadre de ce budget, donc nous sommes relativement avancés dans ce processus. D'un point de vue GMP, le programme Staph aureus est le programme le plus avancé, comme on le disait tout à l'heure. Nous avons en interne une équipe manufacturing qui travaille sur le développement de procédés, qui travaille sur les méthodes analytiques, sur les stabilités. Donc c'est un programme qui est très avancé. Aujourd'hui, une bonne partie des investissements ont déjà été opérés. C'est aussi la raison du choix de ce programme. Le programme Staph aureus est le plus mature industriellement. Donc aujourd'hui, on est capable de fabriquer des lots cliniques stables qu'on peut stocker entre 2 et 8 degrés, qu'on peut transporter. Voilà, et c'est aussi un élément supplémentaire du choix et qui fait de cette indication PGI encore plus stratégique parce qu'elle s'appuie sur ce programme Staph aureus. Merci beaucoup. On a une question sur les hôpitaux avec lesquels vous travaillez. Travaillez-vous avec des hôpitaux autres que français? Oui, absolument. Donc, y compris donc déjà dans le cadre de l'étude en cours Phagoder. Donc, nous travaillons également avec des hôpitaux espagnols, hôpitaux aux Pays-Bas et en Allemagne. Et dans le cadre donc de l'étude Gloria, telle que je l'ai présentée, donc là, ce sera une étude réellement, globale. Évidemment, donc les principaux pays de l'Union européenne, rajoutant en plus des pays qui sont déjà dans l'étude Phagoder, l'Italie, le Royaume-Uni, qui ne fait pas partie de l'Europe directement, enfin de manière indirecte, également la Suède, et nous aurons également, donc, comme je l'ai dit, des centres aux États-Unis. L'idée étant de recruter au moins une vingtaine de patients, et pour ça d'avoir probablement entre 5 et 10 centres aux États-Unis pour cette étude Gloria. Donc, l'objectif n'est pas purement franco-français. Évidemment, pour les premières études, nous avons surtout eu des centres en France. Mais pour la suite du développement, il s'agit bien d'un développement global, européen et américain.
Merci beaucoup, Pascal. On a une question un peu technique sur le rôle des phages. Les phages détruisent-ils les bactéries pathogènes en y pénétrant? Est-ce que vous pouvez répéter? Détruisent les bactéries pathogènes? Les bactéries pathogènes en y pénétrant. Ah oui, oui, oui. Là, c'est- Oui, bien sûr, c'est le mécanisme C'est d'action l'action. donc des phages. C'est pour un type de phage va pouvoir identifier, cibler un type de bactérie bien particulier. Donc, par exemple, les phages dirigés contre le staphylocoque doré ne pouvoir se fixer que sur le staphylocoque doré. Et en se fixant sur le staphylocoque doré au niveau de sa membrane, eh bien, ils vont injecter leur ADN à l'intérieur de la bactérie. Et à partir de là, donc, ils vont utiliser toute la machinerie intracellulaire de la bactérie pour multiplier cet ADN et aboutir finalement à une lyse de la bactérie, donc une destruction de la bactérie. Une fois que la bactérie est détruite, eh bien, ils vont coloniser une nouvelle bactérie, et ainsi de suite, avec ce qu'on appelle donc un phénomène de réplication et d'amplification de l'activité. C'est réellement le mécanisme d'action très spécifique, très ciblé des phages. Merci beaucoup, Pascal. On a une question qui revient un petit peu sur les concurrents. Qu'en est-il des sociétés qui utilisent depuis longtemps les phages dans les pays de l'Est? Voilà, je peux peut-être prendre cette question. Donc aujourd'hui, il y a relativement peu de sociétés en place pharmaceutiques, hein, vous voyez, tel que nous on l'entend dans le monde occidental. Donc aujourd'hui, il y a un centre qui est assez reconnu en Géorgie, hein, qui est un pays qui utilise la phagothérapie et la met en œuvre depuis un certain nombre d'années. Mais on parle, je dirais, pas de la même phagothérapie, entre guillemets. On parle d'une phagothérapie personnalisée. Nous cherchons à développer une phagothérapie qui soit conforme aux pratiques pharmaceutiques occidentales, donc associée à des normes, vous voyez, GMP, de bonnes pratiques industrielles, assurant la robustesse des produits. Donc aujourd'hui, il n'existe pas de concurrent en tant que tel dans ce modèle pharmaceutique dans ces pays, et il n'existe que vers ce centre académique géorgien qui développe des solutions personnalisées pour les patients et qui finalement sont peut-être complémentaires de nos modèles, mais qui ne seront utilisés qu'à la marge, des patients, parce qu'il faut comprendre que développer et caractériser un phage personnalisé pour un patient, c'est associé à un délai de plusieurs mois, donc il ne peut pas répondre à des enjeux d'indications vitales, hein, comme les endocardites infectieuses par exemple, ou beaucoup d'autres d'ailleurs, les bactériémies ou voilà. Donc aujourd'hui, ce modèle que nous développons et qui est tout à fait cohérent et équivalent avec nos concurrents américains, les concurrents américains cherchent à développer une phagothérapie entre guillemets standard pour la majorité des patients. Vous voyez. Et à titre d'exemple, je voudrais commenter notre programme Staphylocoque doré à nouveau, qui est notre programme le plus important. Nous avons sélectionné aujourd'hui 2 phages standards qui couvrent, on a démontré que ces 2 phages aujourd'hui couvrent plus de 98% des patients. Et sur la base des patients que nous avons traités dans un cadre compassionnel et issu de nos études cliniques. Donc on a aujourd'hui, si vous voulez, une solution excessivement standardisée qui couvre tous les patients. Voilà. Et donc, dans ces pays de l'Est, il n'existe pas de concurrents équivalents. J'ajoute juste un mot parce que je crois que c'est vraiment important de bien comprendre ça. Le contexte stratégique dans lequel nous nous situons, c'est vraiment d'apporter des solutions aux problèmes de l'antibiorésistance et aux affections qui deviennent extrêmement sévères et résistantes. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, ça devient un problème pandémique. Ça touche des millions de patients et donc clairement, je dirais, ça ne peut pas être adressé avec une médecine personnalisée. Le challenge de Phaxiam et certains de nos collègues, c'est d'amener la phagothérapie, effectivement, qui a été développée, utilisée depuis des années dans les pays de l'Est, mais de l'amener dans un modèle pharmaceutique, dans un modèle industriel qui permette de traiter des volumes de patients très importants. Absolument.
Merci beaucoup, messieurs. Nous avons à présent une question sur le phagogramme développé par Faxiam. Qu'en est-il du logiciel de sélection dont une version améliorée était en cours de développement? Alors, aujourd'hui, effectivement, nous avons une collaboration avec le CEA pour améliorer, je dirais tout simplement, le délai de publication des résultats. Le phagogramme est une solution de test in vitro qui nous permet de confirmer les phages que nous allons administrer aux patients en fonction de la démonstration d'une efficacité in vitro. Donc, un des enjeux aujourd'hui de la solution que nous avons déployée, c'est que nous puissions produire des résultats plus rapidement. Voilà, raccourcir le lead time. Aujourd'hui, le délai est relativement court. Il est de 24 heures, mais on voudrait l'amener à quelques heures. Donc, c'est tout l'enjeu de cette collaboration avec le CEA, donc qui progresse. Voilà. Donc, je dirais que en parallèle de cette collaboration, nous envisageons aussi des collaborations avec des acteurs stratégiques de l'IVD. Peut-être ajouter le fait que par rapport à notre développement dans le PGI, notamment l'étude Gloria, ces développements du phagogramme ne sont pas sur le chemin critique parce que on l'a publié aussi il y a quelques mois, je crois même déjà, les 2 phages que nous utilisons dans le programme PGI ont une couverture extrêmement importante, de l'ordre de plus de 95%, je crois que c'était de l'ordre de 98% des patients traités avec nos phages, de sorte que je dirais le test de susceptibilité avec le phagogramme n'est plus sur le chemin critique, en tout cas pour cette étude-là. Merci beaucoup pour votre réponse. On a une question sur encore la solution financière que vous avez expliquée. La recherche de solutions financières telle qu'expliquée est-elle compatible à la sortie de la bourse américaine? Cela veut-il dire que les capitaux recherchés le seront principalement en Europe? Alors oui, ça veut dire que les capitaux seront principalement en Europe, effectivement. Non, c'est une bonne question et je l'ai mentionné tout à l'heure, mais c'est utile de le rappeler. La sortie de la cotation sur le Nasdaq était avec une autre société, une autre technologie, une autre époque, avec une société Erytech qui avait, au moment où la société cotée sur le Nasdaq, un peu plus de 300 millions d'euros de capitalisation boursière. C'est pas aujourd'hui, malheureusement, mais j'espère que c'est pour le futur le cas de Faxiam. Donc Faxiam n'est pas aujourd'hui une société qui est sur les radars des investisseurs américains parce que sa capitalisation boursière est trop petite. Et donc le fait de sortir du Nasdaq, ça va pas nous couper d'opportunités aux États-Unis parce que de toute façon, la société Faxiam est trop petite pour intéresser les investisseurs américains typiques sur le marché du Nasdaq. Donc notre analyse, qui était évidente d'ailleurs, c'est que le Nasdaq pour la société Faxiam, c'était beaucoup de coûts et très peu d'opportunités. Et donc on a fait le choix d'arrêter ces coûts-là, qui étaient importants. Et donc évidemment, dans la situation financière de la société, c'était important de réaliser ces économies. Et il n'y a pas de perte d'opportunité aux États-Unis parce que de toute façon, l'audience des investisseurs de la société Faxiam, elle est essentiellement en France et en Europe. Merci beaucoup pour cette réponse. Il semble qu'il n'y ait plus de questions dans le chat. Merci à tous pour votre attention et puis je vais vous laisser conclure ce webinaire avec le mot de la fin. Donc, en conclusion, je voudrais juste rappeler que nous avons dans les mois qui viennent, comme ça a été évoqué par Pascal et par Eric, des catalystes importants, cliniques, l'aboutissement de plusieurs années de travail, notamment au travers de l'étude Phagodaire, mais j'irais aussi toutes la nouvelle ambition qui est donnée pour l'entreprise autour de cette indication PGI, pour laquelle nous allons générer des catalystes réglementaires importants pour se préparer à lancer cette première étude globale en 2025. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, c'est voilà. Donc, Faxiam est l'acteur qui va focaliser aujourd'hui toutes ses ressources financières et humaines sur une preuve de concept clinique dans cette indication qui est absolument stratégique et qui est probablement
l'indication qui a la probabilité de succès la plus élevée pour la démonstration de l'efficacité de la phagothérapie. Vous voyez, donc qui va même au-delà de notre champ. Et toutes nos énergies seront focalisées à la mise en œuvre de ces objectifs. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup à tous et bonne journée.